On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais la mienne a été servie à 180 degrés de pure rage incandescente devant 50 cadres d'entreprise, leur téléphone dégainé. Je m'appelle Daniel Rivera et j'ai 34 ans. Je suis électricien syndiqué, diplômé, qualifié, et fier de ce que je fais. 4 ans d'apprentissage, d'innombrables heures de formation, et une réputation au sein de mon équipe que j'ai gagnée à la sueur de mon front et par ma compétence. Mes mains sont calleuses. Mon dos me fait souffrir la plupart des nuits. Et mes vêtements de travail portent les taches honnêtes d'un homme qui construit les infrastructures qui font tourner ce monde. Je n'aurais jamais pensé que ce serait quelque chose dont il faudrait s'excuser. Mais ce soir, assis dans mon salon, à regarder ma femme Clarissa faire défiler son téléphone sans même reconnaître mon existence, je commence à comprendre que quelque part en cours de route, elle a décidé que ça l'était. Je viens de terminer une journée de 12 heures à recabler un immeuble de bureaux en centre-ville. Mes muscles sont endoloris, mon jean est taché de poussière de plâtre, et j'ai des résidus de ruban adhésif sous les ongles que je frotterai plus tard sous la douche. Mais il y a une satisfaction dans cet épuisement, celle qui vient d'un travail honnête et bien fait. Les systèmes électriques de ce bâtiment fonctionneront en toute sécurité pendant des décennies grâce à ce que mon équipe et moi avons accompli aujourd'hui. Clarissa est assise sur notre canapé de couleur crème dans un tailleur impeccable, ses doigts manucurés d'encens sur l'écran de son téléphone. Elle a 32 ans, directrice de clientèle senior chez Prescott & Meyer, l'un des cabinets de conseil les plus prestigieux de la ville. Ses cheveux blonds sont tirés en arrière dans ce genre de chignon élégant qui crie « cadre supérieur ». Et son maquillage est toujours impeccable malgré le fait qu'elle soit rentrée il y a 2 heures. Elle ne lève pas les yeux quand j'entre, ne me demande pas comment s'est passée ma journée, ne reconnaît pas que j'existe. « Salut », dis-je, en posant mon sac à outils près de la porte et en retirant mes gants de travail. Elle répond sans lever les yeux de son écran. J'essaie à nouveau. Dure journée sur le chantier. On a dû refaire complètement le 3e étage parce que l'architecte a changé les plans à la dernière minute. Ça nous a pris 4 heures de plus, mais on a réussi. Clarissa lève enfin les yeux, et le regard qu'elle me lance me noue l'estomac. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du mépris. Ça doit être bien de pointer et dépointer sans avoir de vraie responsabilité, dit-elle froidement. Les mots me frappent comme une gifle. Je reste là un instant, essayant de comprendre ce qu'elle vient de dire. De vraies responsabilités ? Je suis responsable de systèmes électriques qui pourraient tuer des gens si je fais une erreur. Je suis responsable de m'assurer que les familles ont de l'électricité, que les entreprises peuvent fonctionner, que les hôpitaux peuvent sauver des vies. Mais je ne dis rien de tout cela. À la place, je hoche la tête et me dirige vers la cuisine. Je vais commencer le dîner, réponds-je doucement. Alors que je m'affaire dans notre cuisine, cette cuisine que mes revenus ont aidé à obtenir, dans cette maison de banlieue que mon salaire stable a rendu possible, je pense à combien les choses étaient différentes avant. Il y a 2 ans, quand nous avons emménagé dans cette maison, Clarissa semblait respecter ce que je faisais. Elle racontait à ses amis comment les artisans qualifiés faisaient fonctionner la société, comment le monde s'effondrerait sans les électriciens, les plombiers et les entrepreneurs. Mes 2 promotions en 2 ans l'ont changé. Elle a commencé à s'habiller différemment, à parler de trajectoire de carrière et d'opportunités de réseautage. Elle a commencé à assister à des événements après le travail auquel elle ne m'invitait jamais, rentrant à la maison avec des histoires de clients et de collègues dont je ne reconnaissais pas les noms. Elle a commencé à utiliser des expressions comme « proposition de valeur » et « pénétration du marché » dans des conversations banales, comme si ce jargon d'entreprise validait son existence. Et quelque part dans cette transformation, elle a cessé de me voir comme son égale. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était progressif, insidieux. D'abord, des commentaires subtils sur mon salaire comparé aux revenus à 6 chiffres de ses collègues. Puis, des suggestions que je ne faisais que du travail manuel, pendant qu'elle construisait des relations stratégiques, de petites remarques sur le fait que n'importe qui peut apprendre à câbler un bâtiment. Mais que tout le monde ne peut pas naviguer dans des dynamiques de clientèle complexes. Chaque commentaire érodait quelque chose de fondamental entre nous. J'ai essayé de riposter, de défendre ma profession, d'expliquer les compétences requises, la formation, la responsabilité de maintenir les bâtiments sûrs et fonctionnels. Mais Clarissa se contentait de lever les yeux au ciel et de suggérer que je devrais peut-être retourner à l'école et obtenir un vrai poste en entreprise pour être plus comme elle. Ce soir, cependant, c'est différent. Il y a quelque chose de final dans la façon dont elle m'a regardé, la cruauté désinvolte de son mépris.
Alors que j'assaisonne le poulet et que je coupe les légumes, je réalise avec une clarté cristalline que ma femme ne me voit pas comme étant en dessous d'elle. Elle me voit comme un échec. Nous dînons en silence. Clarissa picore sa nourriture tout en répondant à des emails sur son téléphone. Je la regarde et me demande quand exactement elle est devenue cette personne. Quand la femme qui se blottissait contre moi sur ce même canapé pour parler de notre avenir est-elle devenue quelqu'un qui ne supporte plus de reconnaître ma présence? Après le dîner, elle disparaît dans notre bureau pour finir des présentations clients. Je nettoie la cuisine, fais la lessive et m'occupe de l'entretien de la maison qui est devenue d'une manière ou d'une autre ma responsabilité exclusive lorsque sa carrière a commencé à dévorer sa vie. Elle émerge vers 22 heures, annonce qu'elle est épuisée par une journée stressante, et va se coucher sans un mot de plus. Je reste éveillé à côté d'elle cette nuit-là, fixant le plafond, écoutant sa respiration. Elle dort paisiblement, complètement inconsciente des dégâts qu'elle a causés. Ou peut-être qu'elle en est consciente et qu'elle s'en fiche. Je ne le savais pas encore, mais cette conversation était le début de la fin. Car 2 semaines plus tard, Clarissa m'inviterait à un endroit où elle avait passé 6 ans à s'assurer que je n'irais jamais, et cela allait tout détruire. 2 semaines après la conversation sur le travail manuel, quelque chose change. Je mange les restes d'une pizza à notre table de cuisine, encore en vêtements de travail, quand Clarissa entre avec une expression que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle est presque nerveuse. « Daniel », dit-elle, posant son sac à main avec un soin inhabituel. « J'ai quelque chose à te demander. » Je lève les yeux de mon dîner, immédiatement méfiant. Clarissa ne demande pas. Elle informe, exige ou ignore. Demander suggère qu'elle a besoin de quelque chose de moi, et nous savons tous les deux qu'elle a cessé d'avoir besoin de moi depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, je réponds. Elle s'assoit en face de moi, lissant sa jupe avec des mains qui semblent légèrement tremblantes. Il y a une fête d'entreprise vendredi soir, la célébration annuelle, open bar, un bar chic sur un toit-terrasse en centre-ville, explique-t-elle, s'arrêtant pour reprendre son souffle. Je veux que tu viennes avec moi. Je ris. Je ne peux pas m'en empêcher. L'absurdité de la demande me frappe comme une force physique. Tu veux que je vienne à un événement professionnel, je demande, incrédule. Oui, répond-elle fermement. Ton événement professionnel, je précise. Oui, Daniel. Mon événement professionnel, confirme-t-elle avec une irritation croissante. Je pose ma part de pizza et me penche en arrière sur ma chaise, étudiant son visage. En 6 ans de mariage, Clarissa ne m'a jamais invité à une seule réception d'entreprise. Pas une seule fois. Chaque fois que je suggérais de rencontrer ses collègues ou d'assister à des rassemblements professionnels, elle me rembarrait avec un arsenal d'excuses. Je ne m'intégrerais pas à la culture d'entreprise. Je me sentirais mal à l'aise avec ses pairs. Je pourrais dire quelque chose d'embarrassant. Elle avait clairement fait savoir que son monde professionnel était un territoire sacré et que j'en étais banni à jamais. Pourquoi maintenant, je demande directement. Après 6 ans à me dire que je n'ai pas ma place dans ton monde professionnel. La mâchoire de Clarissa se crispe. Je n'ai jamais dit ça, ni elle. Tu l'as dit le mois dernier quand Josh de la compta nous a invités à son mariage. Tu as dit que je détonnerais parmi les autres couples, je contre-attaque. C'était différent, commence-t-elle. Tu l'as dit quand ils ont eu la fête de Noël à ce country club. Tu y es allé seul et tu m'as dit que je me sentirais déplacé avec les associés et leurs femmes, je continue. Daniel, essaie-t-elle de m'interrompre. Tu l'as dit quand ton patron a été promu et qu'ils lui ont organisé un dîner de célébration. Tu as dit, j'insiste. Je l'ai dit une fois, s'emporte-t-elle, son sang-froid se fissurant. Une seule fois. Et tu agis comme si je t'excluais depuis des années. Le mensonge flotte dans l'air entre nous. Nous savons tous les deux qu'elle l'a dit au moins une 12aine de fois, d'une 12aine de manières différentes. Chaque excuse soigneusement conçue pour me tenir à l'écart de la vie qu'elle a construite sans moi. Je me penche en avant, vraiment curieux maintenant. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a soudainement donné envie que ton mari col bleu se mêle à tes collègues col blanc? Quelque chose passe sur son visage. La panique, le calcul. C'est trop rapide pour que je puisse l'identifier. Je veux que tu sois là. D'accord? Ça ne suffit pas? C'est à prendre ou à laisser, dit-elle sur la défensive. Chaque instinct que j'ai développé en 34 ans de vie hurle que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas de la générosité ou de l'inclusion. C'est de la stratégie.
Mais je suis aussi blessé, curieux et assez stupide pour vouloir voir à quoi ressemble vraiment son monde. Peut-être que j'ai besoin de comprendre ce qui l'a rendue si méprisante envers le mien. D'accord, dis-je finalement. J'irai. Le soulagement inonde ses traits, mais ce n'est pas le soulagement d'une femme heureuse de partager sa vie professionnelle avec son mari. C'est le soulagement de quelqu'un qui vient de franchir un obstacle crucial dans un plan plus vaste. Ce soulagement se transforme immédiatement en mode contrôle. Mets ton beau costume, ordonne-t-elle, déjà redevenue elle-même, le bleu marine. Et ne bois pas trop. Tu sais comment tu es quand tu es nerveux. Sois charmant, mais pas trop bavard. Laisse-moi parler la plupart du temps quand on est en groupe. Je hoche la tête, mais je n'écoute pas vraiment. Je regarde son visage, cataloguant les micro-expressions qui traversent ses traits. Elle prépare quelque chose. Cette invitation n'est pas spontanée. Elle est calculée. Puis elle lâche la phrase qui cristallise tout. Et Daniel, ne dis pas aux gens que tu es électricien. Dis que tu travailles dans la gestion d'installation ou quelque chose qui sonne plus corporate. La fureur qui monte dans ma poitrine est si pure, si complète que pendant un instant, je ne peux plus parler. Elle me veut là, mais seulement si je prétends être quelqu'un d'autre. Seulement si je cache le travail dont je suis fier, la profession qui a bâti la vie dont elle profite, les compétences qui maintiennent son immeuble de bureaux alimentés et en sécurité. Gestion d'installation, je répète lentement. Ce n'est pas un mensonge. Tu gères des installations électriques. Ça sonne juste plus professionnel, explique-t-elle. Professionnel. Comme si ce que je fais réellement était en quelque sorte non professionnel. Comme si le diplôme, la formation, l'expertise, l'adhésion au syndicat, les décennies d'expérience. Comme si tout cela n'avait aucune importance parce que je travaille avec mes mains au lieu de pousser des papiers. Je ne discute pas. Je ne défends pas à nouveau ma profession. À la place, je prends une décision qui s'avérera plus dangereuse que Clarissa ne le réalise. Je vais aller à cette fête et je vais dire à tout le monde exactement ce que je fais dans la vie. Elle peut avoir honte de moi si elle veut, mais je n'aurai pas honte de moi-même. Bien sûr, dis-je calmement. Gestion d'installation. Compris. Les jours précédant la fête sont étranges. Clarissa est sur les nerfs, vérifiant constamment son apparence, répétant des conversations devant le miroir, obsédée par des détails qui semblent follement disproportionnés pour une simple célébration de travail. Elle se fait coiffer par un professionnel, achète une nouvelle robe qui coûte plus que ce que je gagne en une semaine, et agit comme si le vendredi soir était l'événement le plus important de sa vie. La montée en pression semble anormale. Ce n'est pas de l'excitation. C'est la préparation de quelque chose de plus grand qu'elle ne l'admet. Je commence à prêter attention à des choses que j'ignorais auparavant. Clarissa qui prend des appels dans d'autres pièces, qui ferme son ordinateur portable quand j'entre, qui rentre plus tard que d'habitude avec des explications vagues sur des dîners clients et des sessions de stratégie. Qui travaille le week-end, ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Je n'ai encore aucune preuve, mais des schémas émergent quand on sait quoi chercher. Et après 6 ans de mariage, j'apprends enfin à regarder. Vendredi soir arrive. Je me tiens devant le miroir de notre chambre, ajustant ma cravate, regardant mon reflet dans le costume bleu marine que Clarissa a choisi. L'homme qui me fait face a l'air respectable, professionnel, comme quelqu'un qui a sa place à une fête d'entreprise sur un toit terrasse. Mais je sais mieux maintenant. J'entre en territoire ennemi, invité par quelqu'un qui me voit comme un handicap qu'elle doit gérer. Je n'avais aucune idée que je tombais dans un piège. Mais même si je l'avais su, j'y serais allé quand même. Parce que parfois, il faut voir la trahison de ses propres yeux avant de pouvoir vraiment lâcher prise. Le bar sur le toit terrasse est exactement ce à quoi je m'attendais. Le genre d'endroit qui facture $20 pour un cocktail et $50 pour un apéritif, où les serveurs parlent à voix basse et révérencieuse, et où tout le monde semble sorti d'un magazine d'affaires. Des baies vitrées offrent une vue panoramique sur les lumières de la ville, et le décor crie « cher » de cette manière discrète que seules les personnes vraiment riches comprennent. J'arrive dans mon costume bleu marine, me sentant immédiatement déplacé. Non pas à cause de mon apparence, mais parce que je peux sentir la différence dans l'air. Ces gens respirent l'argent, le statut, les relations. Ils se déplacent dans le monde en supposant que les portes s'ouvriront pour eux, en attendant d'être servis, en s'estimant en droit d'avoir les meilleures tables et un traitement préférentiel. Clarissa me rejoint à l'entrée, absolument magnifique dans une robe de cocktail noire qui épouse parfaitement ses formes.
Ses cheveux sont coiffés en vagues souples, son maquillage est impeccable, et elle porte des bijoux que je n'ai jamais vus auparavant. Des pièces coûteuses qui captent la lumière et murmurent « Succès ». Elle m'embrasse rapidement sur la joue, une performance pour quiconque regarde, et se penche immédiatement pour me chuchoter le rappel. « Souviens-toi, gestion d'installation », murmure-t-elle contre mon oreille. Je l'ignore complètement. « Tu es magnifique », je lui dis, et je le pense. Quoi qu'il ait pu mal tourner entre nous, Clarissa est toujours la plus belle femme que j'ai jamais vue. « Merci », répond-elle, mais elle balaie déjà la salle du regard, identifiant ses cibles, planifiant sa stratégie de réseautage. « Viens, je vais te présenter à quelques personnes. » Les présentations se déroulent exactement comme je l'avais prévu. Clarissa me mène de groupe en groupe, chaque cercle de collègues plus policé et prétentieux que le précédent. Quand on me demande ce que je fais, je souris agréablement et je dis la vérité. Je suis électricien syndiqué, je déclare clairement. Les réactions sont polies mais sans équivoque. Une pause momentanée, un subtil changement de langage corporel, un regard rapide vers Clarissa qui dit « Vraiment ? C'est avec ça que tu es marié ?» Puis il se tourne de nouveau vers elle avec un intérêt renouvelé, orientant les conversations vers les projections trimestrielles, les acquisitions de clients et les stratégies d'expansion du marché qui m'excluent par définition. Je m'en fiche. Je prends une bière au bar, trouve un coin stratégique d'où je peux observer, et je m'installe pour regarder. C'est ce que Clarissa voulait, me promener juste assez pour prouver qu'elle a un mari, tout en démontrant simultanément que je n'ai pas ma place dans son monde. Mais au fil de la soirée, je commence à voir autre chose, quelque chose qui me glace le sang. Clarissa ne reconnaît à peine ma présence après les présentations initiales. Elle flotte entre les groupes de collègues comme un papillon, mais ses mouvements n'ont rien d'aléatoire. Elle travaille la salle, touchant les bras et les épaules, riant trop fort à des blagues qui ne sont pas drôles, jouant un rôle que je ne lui avais jamais vu jouer. Elle est une personne différente ici. Confiante, agressive, séductrice. Le mépris silencieux qu'elle me montre à la maison a été remplacé par quelque chose de prédateur et de calculateur. Elle est à la chasse. Je la regarde se positionner stratégiquement parmi les personnalités influentes, les associés, les vice-présidents seniors, les décideurs qui contrôlent les promotions et les augmentations de salaire. Mais deux hommes en particulier semblent attirer son attention. Le premier est grand et blond, fin de la trentaine, avec le genre de silhouette élancée qui suggère des abonnements de gym coûteux et des entraîneurs personnels. Il se déplace avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un né dans le privilège. Et quand il parle, les gens écoutent. Le second est plus brun, un peu plus âgé, début de la quarantaine, avec une alliance qui brille quand il fait des gestes. Les deux hommes semblent bien connaître Clarissa. Trop bien. Quand la musique commence et que les gens dansent, je regarde depuis mon coin Clarissa rejoindre la piste de danse improvisée au centre de la pièce. En quelques secondes, elle est flanquée des deux hommes, se déplaçant entre eux avec une intimité qui me fait serrer la mâchoire. Leurs mains se posent sur sa taille, ses épaules, le creux de ses reins. Leur corps se presse contre le sien d'une manière qui n'a rien à voir avec des relations professionnelles. Je me dis, c'est juste la culture d'entreprise. Peut-être que je surréagis. Peut-être que c'est comme ça que les gens qui réussissent réseautent dans les fêtes. Mais au fond de moi, je sais que non. Dure soirée. Une femme en robe rouge apparaît à côté de moi, comme une matérialisation. Elle est clairement ivre, se balançant légèrement, son rouge à lèvres est bavé et ses yeux sont flous. L'alcool a fait sauter le filtre qu'elle maintient normalement dans les contextes professionnels. Pardon, je réponds. Je suis Jessica, du marketing, dit-elle en tendant une main qui tient un verre de vin à moitié vide. Vous êtes le mari de Clarissa, n'est-ce pas? L'électricien. Daniel. Eh oui, je confirme. Jessica hoche la tête sagement, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait. Ça doit être dur, répète-t-elle en désignant la piste de danse. Que voulez-vous dire, je demande. Elle me regarde avec le genre de pitié habituellement réservé aux malades en phase terminale. Regardez Clarissa avec Preston et Henry comme ça, explique-t-elle sans détour. Mon cœur s'arrête. Preston et Henry, j'arrive à demander. Preston est son patron, continue Jessica sans réfléchir. Henry est le vice-président des relations clients. Tout le monde sait qu'elle couche avec les deux depuis des mois. Il se la passe à ces événements comme une sorte de faveur. Le monde bascule. Tout, la musique, les rires, le tintement des verres,
devient un bruit de fond derrière le rugissement dans mes oreilles. Je regarde à nouveau la piste de danse, mais Clarissa, Preston et Henry ont disparu. Tous les trois se sont volatilisés pendant que je parlais à Jessica. Commence Jessica, réalisant soudain qu'elle en a trop dit. Je n'aurais probablement pas dû. Je suis assez saoul. Désolé, marmonne-t-elle en s'éloignant avec un sourire compatissant, me laissant seul avec la connaissance qui vient de détruire mon mariage. Mes mains tremblent alors que je me déplace dans la foule, scrutant les visages, cherchant ma femme. Aucun signe d'eux. Je vérifie le bar, le balcon, les toilettes. Ils se sont évanouis, comme s'ils l'avaient prévu. Puis je l'entends, faible mais distinct, venant d'un couloir marqué, privé, personnel uniquement, des gémissements. La voix de Clarissa, haletante et urgente, ponctuée de son masculin plus grave. Ma vision se rétrécit en un tunnel. Mes mains tremblent alors que je sors mon téléphone, ouvre l'application appareil photo et appuie sur enregistrer. Je ne pense pas aux conséquences, à la légalité ou à ce qui va se passer ensuite. Je descends simplement ce couloir, vers le son de mon mariage qui se désintègre. La porte du bureau est fermée mais pas verrouillée. Je ne frappe pas. Je n'hésite pas. Je ne leur laisse aucune chance de s'arrêter, de se cacher ou de trouver des excuses. J'ouvre la porte à la volée avec assez de force pour la faire claquer contre le mur. La scène est pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Clarissa est nue sur un bureau en acajou, positionnée entre les deux hommes, figée par le choc alors que la lumière de la caméra inonde la pièce. Pendant une fraction de seconde qui semble une éternité, personne ne bouge. Le tableau est obscène, indéniable, capturé à jamais en vidéo. Puis Clarissa crie. Les hommes cherchent maladroitement leurs vêtements éparpillés sur le sol. Et ma rage explose comme un barrage qui cède. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas planifié. Ce n'était pas stratégique. C'était de la pure fureur primale. Et ça a été filmé pour que le monde entier le voie. Je ne pense pas. Je ne calcule pas. Je ne pèse pas les conséquences. J'agis, c'est tout. Preston est le plus proche, encore à moitié nu, essayant pathétiquement de se couvrir avec un dossier. C'est le patron de Clarissa, celui qui aurait dû savoir, celui qui avait le plus de pouvoir dans cette dynamique malsaine. Mon poing rencontre son nez avant qu'il ne puisse lever les mains pour se défendre. Le craquement est audible, satisfaisant, final. Le sang gicle sur son visage et sur sa chemise blanche coûteuse. Il s'effondre lourdement, pleurnichant comme un enfant, ses mains couvrant son nez détruit. Henry essaie de s'enfuir. Il est nu et désespéré, se précipitant vers la porte, ses vêtements serrés contre sa poitrine. Je l'attrape par l'épaule et le fais pivoter, enfonçant mon autre poing dans son ventre avec toute la force de 6 ans de rage refoulée. Il se plie en deux, cherchant de l'air, vomissant sur le tapis perçant qui coûte probablement plus cher que mon camion. Daniel, s'il te plaît, attends, crie Clarissa, essayant de se couvrir avec des papiers du bureau. Essayant de m'arrêter. Je l'ignore complètement. Elle n'existe plus pour moi. Elle n'est qu'un autre problème à régler. Un autre déchet à nettoyer. J'attrape Preston par la cheville et commence à le traîner vers la porte. Arrête, s'il te plaît, gémit-il, pleurant pour de vrai maintenant, me suppliant d'arrêter. Le sang de son nez laisse une traînée sur la moquette coûteuse alors que je le tire hors du bureau et dans le couloir. Henry boite derrière nous, une main pressée sur son estomac, l'autre essayant de tenir son pantalon. La salle de fête principale devient silencieuse alors que je traîne les deux hommes en pleine vue. La musique s'arrête en plein milieu d'une chanson. Les conversations cessent brusquement. Tout le monde se tourne pour regarder le spectacle. Deux cadres nus et ensanglantés, traînés sur le sol par un travailleur en costume froissé. Je lâche la cheville de Preston et me lève, m'adressant à la foule avec une clarté parfaite, malgré l'adrénaline qui court dans mes veines. Tout le monde veut savoir ce que Preston et Henry faisaient dans ce bureau, j'annonce en brandissant mon téléphone, qui enregistre toujours. Ils couchaient avec ma femme. Les deux en même temps, à une fête d'entreprise. Le silence est absolu. Quelqu'un laisse tomber un verre. Il se brise contre le sol en marbre avec un bruit de coups de feu. Puis des halètements, des murmures, le son distinct de dizaines de personnes sortant simultanément leur téléphone. Clarissa sort du couloir en titubant, à moitié habillée, sa robe de cocktail tordue et tachée, son maquillage parfait striant ses joues. Elle a l'air anéantie, désespérée, pathétique. Elle tend vers moi des mains tremblantes.
S'il te plaît, Daniel, attends. Laisse-moi t'expliquer, sanglote-t-elle désespérément. Ne me touche pas, je réponds avec une fureur glaciale. Je retire mon alliance et la jette à ses pieds. Elle rebondit une fois et roule sous une table basse. C'est fini. Je demande le divorce demain. Tu es une trompeuse et tout le monde ici vient de te voir le prouver. Clarissa s'effondre à genoux, sanglotant, essayant de rassembler les fragments de sa dignité. Plusieurs femmes dans la foule se détournent avec dégoût. Les hommes regardent avec le genre de fascination habituellement réservé aux accidents de voiture. Je m'adresse à la foule une dernière fois, ma voix portant jusqu'au moindre recoin de la salle silencieuse. J'ai tout filmé, chaque seconde, pour les avocats. Puis je sors, laissant le carnage derrière moi, ma femme en larmes, 2 cadres en sang, et une salle remplie de gens qui dégainent déjà leur téléphone pour capturer les suites pour les réseaux sociaux. La descente en ascenseur ressemble à une plongée à travers les couches de mon ancienne vie. Chaque étage représente un autre morceau du mariage que je suis en train de quitter. Le parking est heureusement vide. Je reste assis dans mon camion pendant plusieurs minutes, les mains agrippées au volant, essayant de réaliser ce qui vient de se passer. Mon téléphone vibre. Un texto de Clarissa. S'il te plaît, reviens. Il faut qu'on parle. Une autre vibration. Je peux tout expliquer. Encore une autre. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je bloque son numéro. Le trajet de retour est un flou de lumière de la ville et de rage. Au moment où j'arrive dans notre allée, j'ai pris une décision. Clarissa ne remettra plus les pieds dans cette maison. C'est mon sanctuaire maintenant, et elle a perdu tout droit dessus. J'appelle un serrurier d'urgence. En 2 heures, toutes les serrures sont changées. La clé de Clarissa ne vaut plus rien. Pendant que j'attends que le serrurier finisse, j'appelle Raymond Torres, un avocat spécialisé en divorce que mon représentant syndical m'a recommandé après sa propre séparation compliquée. Raymond, c'est Daniel Rivra. J'ai besoin de vous voir demain matin à 9 heures, je lui dis quand il répond. Quelle est la situation, demande-t-il professionnellement. J'ai surpris ma femme en train de me tromper. J'ai filmé. Les 2 mecs, en même temps, à sa fête de bureau, j'explique sans détour. Envoyez-moi la vidéo immédiatement, répond-il sans hésitation. Sa réponse arrive 20 minutes plus tard. C'est béton. Elle n'aura rien. On se voit à 9 heures. Je passe l'heure suivante à emballer méthodiquement tout ce qui appartient à Clarissa. Vêtements, chaussures, maquillage, bijoux, son ordinateur portable, ses objets personnels, les photos de famille, tout va dans des sacs poubelles noirs. Je ne suis plus en colère. Je suis efficace. Chaque objet représente un morceau de notre histoire commune que je jette définitivement. Quand j'ai fini, je traîne tous les sacs sur la pelouse devant la maison et je les empile près du trottoir, à côté des vraies poubelles. Le symbolisme est délibéré et sans équivoque. Mon téléphone n'a cessé de vibrer, Clarissa appelant depuis différents numéros, essayant de me joindre. J'ignore chaque appel. Vers minuit, elle commence à se présenter en personne, frappant à la porte, me suppliant de la laisser entrer. J'éteins toutes les lumières et j'attends qu'elle parte. Le samedi matin, la vidéo a pris sa propre vie. Quelqu'un à la fête, probablement Jessica du marketing, a posté sa vidéo de téléphone sur les réseaux sociaux. Le clip montre Clarissa sortant du bureau en titubant, à moitié habillée, moi jetant mon alliance, les cadres ensanglantés essayant de se couvrir. C'est devenu viral. Le nombre de vues grimpe tout au long de la matinée. Les milliers deviennent des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers. Les commentaires affluent. Imaginez tromper son mari à une fête d'entreprise. Ces cadres ont eu ce qu'ils méritaient. Le mari est une légende. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher l'école bleue. Les chaînes d'information locales reprennent l'histoire le dimanche. Scandale d'entreprise. Des cadres d'un cabinet de conseil surpris en plein adultère. L'équipe de relations publiques de Prescott & Meyer s'efforce de contrôler les dégâts, mais il n'y a aucun moyen de contenir ce genre d'humiliation publique. Le lundi matin, l'entreprise publie une déclaration laconique, avec effet immédiat, Clarissa Rivra, Preston Williams et Henry Carter ont été licenciés pour violation du code de conduite et manquement à l'éthique de l'entreprise. Tous les 3 licenciés, carrière détruite, réputations anéanties, références professionnelles empoisonnées à jamais. La vidéo virale a fait de moi un héros populaire.
de parfaits inconnus me reconnaissent à la quincaillerie et m'offrent un café. Mes frères du syndicat me traitent comme une légende. Les nouvelles locales veulent des interviews, mais je refuse. Il ne s'agit pas de célébrité. Il s'agit de justice. Je pensais que c'était fini. Je pensais que l'humiliation publique, les licenciements, la vidéo virale, je pensais que c'était suffisant. Mais Clarissa avait encore un dernier coup à jouer. Et j'avais une dernière vérité qu'elle avait besoin d'entendre. Mardi après-midi, 3 jours après la fête, Clarissa se présente à ma porte d'entrée. Elle a l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine. Pas de maquillage, les cheveux sales, portant les vêtements de la veille. Ses yeux sont gonflés d'avoir pleuré et elle se déplace avec la posture défaite de quelqu'un dont le monde entier s'est effondré. Elle essaie d'abord son ancienne clé. Quand elle ne fonctionne pas, elle reste là un instant, fixant le morceau de métal inutile dans sa main comme s'il représentait tout ce qu'elle a perdu. Puis elle frappe à la porte avec une desperation croissante. J'ouvre, mais je ne m'écarte pas. Mon corps bloque complètement l'entrée. Quoi, je demande sèchement. Il faut qu'on parle, murmure-t-elle, sa voix à peine audible, brisée et suppliante. On n'a rien à se dire. Mon avocat contactera le tien, je réponds froidement. Je n'ai pas d'avocat, répond-elle désespérément, son sang-froid se fissurant. Je n'ai plus rien. L'entreprise m'a viré. Ils m'ont mise sur liste noire. Aucun autre cabinet ne voudra de moi. Je ne peux pas payer de loyer. Je ne peux pas mon problème, je la coupe. La froideur de ma voix la fait tressaillir. C'est la femme qui a passé des mois à me traiter comme un échec, à me regarder avec mépris, à dénigrer ma profession et ma valeur. Maintenant, elle est sur mon paillasson comme une mendiante, demandant la pitié de l'homme qu'elle a trahi. Elle essaie de me pousser pour entrer dans la maison. Notre maison, la vie que nous avons construite ensemble. Je ne bouge pas d'un pouce. S'il te plaît, plaide-t-elle. Laisse-moi juste expliquer. Expliquer quoi? Que tu couches avec 2 mecs dans mon dos depuis des mois. Que tu m'as amené à cette fête pour m'humilier pendant que tu disparaissais avec tes amants? Qui a-t-il exactement à expliquer, j'exige. Clarissa s'effondre, s'asseyant sur les marches du perron, sanglotant avec le genre de désespoir brut qui aurait pu m'émouvoir il y a une semaine. Mais c'était avant que je ne la voie nue sur un bureau entre 2 cadres. Avant que j'apprenne que tout le monde dans son entreprise savait ce qu'elle faisait. Avant que je ne réalise que tout notre mariage était un mensonge. Elle essaie tous les angles possibles. C'était une erreur. Ça ne signifiait rien. Elle s'est laissée entraîner par la politique d'entreprise et les dynamiques de pouvoir. Preston m'a promis une promotion si je couchais avec lui. Puis Henry s'est impliqué et tout a dérapé, explique-t-elle frénétiquement. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je suis en thérapie maintenant. Je comprends ce que j'ai perdu. Je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. J'écoute sans expression, la laissant s'épuiser en excuses, justifications et promesses désespérées. Quand elle arrête enfin de parler, je lui assène la vérité qu'elle a besoin d'entendre. Alors, tu es une femme infidèle et tu te prostituais pour une promotion. C'est encore pire, je déclare sans détour. Ne m'appelle pas comme ça, proteste-t-elle. Tu as couché avec 2 mecs en même temps à ta fête de bureau pendant que ton mari était dans la pièce d'à côté. Comment appellerais-tu ça autrement, je demande sans ménagement. Elle sanglote plus fort, essayant d'expliquer la culture d'entreprise, le réseautage et la pression pour avancer dans sa carrière. J'ai oublié ce qui comptait vraiment. J'ai perdu de vue notre relation. J'ai fait des choix terribles, mais ils ne définissent pas qui je suis vraiment, plaide-t-elle désespérément. Moi, j'interromps. C'est moi qui comptais vraiment. Notre mariage, nos vœux, notre vie ensemble. Et tu as tout jeté par-dessus bord parce que je ne suis qu'un col bleu qui fait du travail manuel sans vraie responsabilité. Elle le nie faiblement, mais nous savons tous les deux que chaque mot est vrai. Je désigne les sacs poubelles alignés sur le trottoir comme des déchets en attente de collecte. Tes affaires sont là. Prends-les et pars, j'ordonne. Où suis-je censé aller, demande-t-elle désespérément. Appelle Preston ou Henry. Oh, attends. Ils se sont fait virer aussi. Et Henry est marié, donc sa femme ne doit pas se sentir très charitable en ce moment. J'imagine que tu te débrouilleras, je réponds sans sympathie. Clarissa fait une dernière tentative pour m'atteindre émotionnellement, sanglotant sur les années que nous avons passées ensemble,
l'amour que nous avons partagé, l'avenir que nous avions prévu. Mais j'en ai fini. J'ai entendu assez de mensonges pour toute une vie. Si tu n'es pas parti de ma propriété dans 5 minutes, j'appelle la police pour violation de domicile, je la préviens. Elle se dirige en titubant vers le trottoir et commence à charger les sacs poubelles dans sa voiture, un par un, pleurant tout le temps. Les voisins regardent depuis leurs fenêtres et leurs portes, certains avec une satisfaction évidente, d'autres avec le genre de fascination mal à l'aise que l'humiliation publique génère toujours. Quand elle a fini de charger ses affaires, elle se retourne une dernière fois. « Je t'aimais, Daniel », dit-elle à travers ses larmes. Je lui porte le coup de grâce. « Non, tu aimais ce que je t'apportais. Tu aimais avoir une maison stable et un revenu fiable pendant que tu gravissais ton échelle d'entreprise. Tu aimais la sécurité d'un mariage pendant que tu t'amusais avec des cadres. Mais tu ne m'as jamais respecté. Et sans respect. L'amour ne veut rien dire. » Je ferme la porte et la verrouille. À travers la fenêtre, je la regarde s'éloigner, n'emportant rien de valeur et laissant derrière elle un mariage qui aurait dû durer pour toujours. La procédure de divorce avance avec une efficacité impitoyable. Ma preuve vidéo rend l'adultère de Clarissa indéniable. Le contrat de mariage qu'elle avait insisté pour signer il y a 6 ans, conçu pour protéger ses actifs professionnels, me protège maintenant à la place. Je garde la maison, mon camion, mes comptes de retraite, tout ce que nous avons construit ensemble. Clarissa ne récupère que ses effets personnels et rien d'autre. 3 mois plus tard, le divorce est finalisé. Les papiers sont signés, les actifs sont divisés, et Clarissa Rivra est officiellement effacée de ma vie. Je suis assis dans ma cuisine ce soir-là, dans la maison qui est enfin à moi seul, buvant une bière et lisant le jugement final. C'est calme, paisible. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir respirer. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. La vidéo avait fait de moi un héros populaire. Clarissa était radioactive. Mais la vraie vengeance, elle, ne faisait que commencer. 3 mois après le divorce, ma vie s'est magnifiquement stabilisée. La vidéo virale a fait de moi une petite célébrité locale. Mes frères du syndicat me traitent comme une légende. Des inconnus me reconnaissent à la quincaillerie et m'offrent un café. La maison est à moi, payée et paisible. J'ai été promu maître électricien, je dirige maintenant ma propre équipe et je gagne plus que pendant mon mariage. La vie de Clarissa a complètement implosé. Aucun cabinet de conseil ne veut l'embaucher après le scandale. Son profil LinkedIn a été vidé de toute mention de Prescott & Meyer, mais Internet n'oublie jamais. Elle travaille dans le commerce de détail dans un grand magasin, vivant dans un studio. Ses ambitions professionnelles sont réduites en cendres. La femme qui méprisait le travail manuel plie maintenant des vêtements pour le salaire minimum. Preston et Henry font face à leurs propres conséquences. La femme de Preston a divorcé et à tout prix, la maison, les voitures, la garde des enfants. Henry a été rétrogradé à son nouvel emploi quand quelqu'un l'a reconnu de la vidéo virale. Les carrières des 2 hommes sont définitivement entachées. 6 mois plus tard, je m'épanouis. J'entraîne une équipe de baseball de jeunes le week-end, je renoue avec des passe-temps que j'avais abandonnés pendant mon mariage, je passe du temps avec des amis que Clarissa considérait comme indignes de nous. Lors d'un barbecue de quartier, je rencontre Lisa, une enseignante du public qui trouve mon travail d'électricien incroyablement respectable et important. Elle ne se soucie pas des tranches d'imposition ou des bureaux d'angle. Elle se soucie que je sois présent, que je fasse du bon travail, que je traite les gens avec gentillesse. Nous échangeons nos numéros, prenons notre temps, construisons quelque chose de vrai. 1 an plus tard, Clarissa tente une dernière fois sa chance, un long email s'excusant, expliquant sa thérapie, demandant de pouvoir tourner la page. Je le lis une fois et le supprime sans répondre. Je suis à un match de baseball avec Lisa quand le texto de suivi de Clarissa arrive. « S'il te plaît, je veux juste parler. » Lisa remarque mon expression. Je bloque le nouveau numéro de Clarissa et dis à Lisa, je fais juste le ménage dans de vieilles ordures. Lisa sourit. Sur le terrain, un enfant frappe un home run. Tout le monde applaudit. Je réalise que je n'ai pas pensé à Clarissa depuis des semaines. Elle est juste partie. Un chapitre clos, une erreur dont j'ai appris, une vie que je suis heureux d'avoir laissée derrière moi. J'ai appris que le respect n'est pas négociable. Que le statut ne signifie rien sans intégrité. Que le travail manuel n'est pas inférieur. Il est essentiel et honorable.
Plus important encore, j'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas la violence ou l'humiliation publique, bien que cela ait fait du bien sur le moment. La meilleure vengeance est de construire une vie si épanouissante, si authentiquement heureuse, que votre ex devient complètement insignifiant. Clarissa a tout détruit pour 2 cadres qui ne la respectaient même pas assez pour prendre une chambre d'hôtel. J'ai perdu une femme qui ne m'a jamais estimé et j'ai gagné la liberté de trouver quelqu'un qui le fait.